Mes chers amis, lecteurs de Strange et autres lugueries, vous souvenez-vous des 4e de couverture avec les incroyables pubs colorées qui présentaient les autres parutions du mois ou du trimestre? Plaisir et frustration à la fois quand le périodique tant convoité était impossible à se procurer, car bien souvent il était trop cher. C'est qu'il fallait en mettre de côté des grosses pièces de 10 balles ou de 5 balles pour se payer ces gros ouvrages qui parfois coûtaient la peau des fesses, et tout ce qu'on avait économisé durant des mois s'envolait en quelques secondes à l'issue d'un choix très difficile à faire devant le tourniquet de la maison de la presse ou du rayon comics des kiosques à journaux. Alors ça y est, il nous ressort les violons pour nous parler de sa nostalgie moisie, allez-vous me dire? Bah n'empêche que si je me rappelle de tout ça, c'est parce que l'ouvrage dont je vais parler aujourd'hui m'est longtemps passé sous le nez, me narguant sur les 4e de couverture, et il a fait partie de mes plus grosses frustrations de l'époque. Salut YouTube. Aujourd'hui on va s'intéresser à une époque qui va nous faire remonter à l'époque des mammouths, encore qu'il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, depuis que Auchan les a rachetés. Tel Andrea Bocelli qui a toujours l'œil pour repérer les talents, j'ai sorti de la poussière une BD qui vaut son pesant d'or. Poursuivons donc notre exploration des contrées lugiennes, avec aujourd'hui l'album numéro 6 de l'Araignée, baptisé Le Titan Vert. Ce recueil de 71 pages date du 2e trimestre 1979 et s'intéresse surtout au géant vert. Géant vert. Vous l'aurez compris, je parle du puissant Hulk. En cette bonne année 1979, la maison lyonnaise a la bonne idée de diffuser des épisodes inédits de Hulk et de l'Araignée, et c'est une très bonne idée pour les fans. En gros, l'album regroupe 4 Marvel Team Up. Le premier n'avait jamais été publié en France et date de novembre 1974. Il s'agit du Marvel Team Up numéro 27, écrit par Len Wein et dessiné par Jim Mooney. Ici, il n'est nul question d'un scénario écrit au balai de chiottes, point d'histoire qui risque de se ramasser à la sortie d'une virgule en épingle à cheveux. Non, que nenni, c'est plutôt pas mal. L'histoire commence avec le plus vieil ennemi costumé de Spider-Man dès l'Amazing Spider-Man numéro 1, à savoir le Caméléon. Et c'est lui qui s'est déguisé en Spider-Man pour tenter de faire sortir son ami Joe Cord de prison. Mais sa tentative échoue et lorsque Peter, qu'on connaît par cœur, apprend cela, il décide de mener sa petite enquête, animé d'une folle envie de peigner la gueule à coups de râteau au coupable de cette usurpation d'identité. Pendant ce temps, Hulk arrive en ville. L'histoire du géant de jade se situe au moment où il vient de quitter les Defenders. Les cheveux et le foie teint en vert, par abus de rayons gamma, le gros bourrin colérique saute de loin en loin, propulsé par ses gros jarrets verts. Il trouve le moyen de se poser sur le véhicule d'évasion du Caméléon. Ce dernier revêt un déguisement de Rick Jones dans l'espoir de tromper Hulk, et il va utiliser Hulk pour faire sortir Joe de prison. Spider-Man retrouve donc Hulk, qu'il avait déjà combattu dans Amazing Spider-Man 119 et 120, que certains ont pu lire dans le Strange numéro 103. Bien que motivé, Spider-Man ne peut empêcher Hulk de faire évader Joe. Et ce n'est qu'en suivant Hulk que le tisseur découvrira que le Caméléon est derrière tout cela. La suite vous attend dans cet album que je vous montre de mes mains terriblement sensibles. Le récit se situe à un moment critique de la vie de Spider-Man, puisqu'il est recherché par la police, qui veut en savoir plus dans son implication dans la mort de George Stacy, vu dans l'Amazing Spider-Man numéro 90 et le Strange numéro 87, mais également de sa fille Gwen, morte dans l'Amazing Spider-Man 121, vu dans le Strange 104, ainsi que de la disparition de Norman Osborn, et ça, on l'a vu dans l'Amazing Spider-Man 122. L'épisode se termine avec un message sur les fréquences de police, qui évoque une bataille entre les Defenders et le Faucon de la Nuit, histoire qui nous est narrée dans le Defender numéro 18. C'est un bon épisode bien rythmé et avec une histoire classique mais bien racontée qui retombe parfaitement sur ses pieds avant d'embrayer sur d'autres récits pour le tisseur et Hulk. Lug nous propose la lecture des Marvel Team Up 53 et 54 de janvier et février 1977, avec une nouvelle rencontre entre Hulk et l'Araignée. Là encore, c'est de l'inédit à l'époque et on remercie Lug pour cette bonne idée de publication. Bonne surprise car Lug n'a presque pas censuré les deux histoires, si ce n'est une case à la fin du Team Up 53 afin d'embrayer sans coupure sur le numéro 54. Rien de préjudiciable pour le récit et ça, c'est plutôt cool. Bon, c'est du Bill Mantlo au scénario et du John Byrne au dessin, donc on sait déjà que l'histoire va déchirer sa race. À l'instar de Patrick Balkany, qui échappe toujours à la justice, Hulk poursuit son errance, échappant une fois de plus aux autorités qui le recherchent. Il essaye de se reposer dans une ville déserte du Nouveau-Mexique et d'y passer la nuit. Le coin est idéal, personne ne viendra le faire chier. Mais rapidement, il est confronté à Wood God, une créature que l'on peut assimiler à un satyre de l'Antiquité. Et pendant que les deux autres s'affrontent, les X-Men et Spider-Man survolent la région. Ils reviennent d'une aventure qui n'a jamais été publiée chez Lug, tirée du Marvel Team Up annual numéro 1, datant de
1976. Un récit écrit par Bill Mantlo et dessiné par Sal Buscema, où les héros affrontent le NI, un projet d'opération gouvernementale secrète au milieu de nulle part dans le Nevada. Personnellement, j'ai pas trouvé les dessins Jojo. Bon allez, je cesse de faire le pitre selon Saint-Paul, et on revient au Marvel Team Up 53. Les X-Men et l'araignée victorieux rentrent à New York, mais en cours de route, le radar du X-Plane détecte des avions non conventionnels se dirigeant vers eux. Baston, explosion, et au final, les X-Men récupèrent un flux vidéo qui met en garde contre une violation de la zone de quarantaine à Liberty, au Nouveau-Mexique. Et c'est là qu'ils voient un flux vidéo où Hulk et Wood God se battent. Alléché par le potentiel d'une grande histoire pour le Daily Bugle, Peter Parker, en bon fouille-merde de journaliste, décide de s'y rendre en compagnie du Hurleur qui veut bien l'aider pendant que les X-Men retournent chez eux. Et pendant ce temps-là, à Liberty, Hulk et Wood God s'affrontent toujours. Bref, le récit est l'occasion de réunir une nouvelle fois Hulk et Spider-Man dans une histoire boostée à la testostérone dont le contenu sut stupéfier son époque. Et c'est une phrase qui est pas facile à dire. D'après ce que j'ai pu lire sur le net, cet épisode du Team Up 53 est la première fois que John Byrne dessinait les X-Men. Ah, exaltation électrique et colorée qui agite mon cortex devant les beaux dessins du maître. Le numéro 54 voit donc Spider-Man pris au milieu de la baston entre Hulk et Wood God. D'intrigue en intrigue, le tisseur finit enfermé à l'intérieur d'une fusée qui est envoyée dans l'espace sans espoir de retour. Hulk tente de sauver Spider-Man, mais c'est en vain et il doit accepter de voir l'homme araignée condamné à mourir d'asphyxie dans l'espace. Un épisode qui finit tragiquement avec un Spider-Man tournant autour de la Terre et qui commence à souffrir de la diminution de l'oxygène dans la fusée. Mais Luke n'a pas été chien avec ses lecteurs et il propose la suite avec le Marvel Team Up 55 de mars 1977. On peut appeler cet épisode l'araignée sur la Lune. Spider-Man est en train d'halluciner à cause du manque d'oxygène. Il va mourir, mais il est sauvé par Adam Warlock, rayonnant comme un dieu solitaire et beau comme un ver immortel, ou le contraire, je sais plus trop. Warlock utilise sa gemme d'âme pour se transporter avec la fusée dans la zone bleue de la Lune, riche en oxygène, et ça tout le monde le sait bien évidemment. Ils sont attaqués par l'étranger qui est venu réclamer la gemme d'Adam. Je vous laisse découvrir cette histoire pleine de rebondissements si vous ne l'avez pas lu, avec d'ailleurs un personnage atypique appelé le Jardinier. Je ne vous en dis pas plus, mais vous pensez bien que la bataille terminée, Adam Warlock ramènera Spider-Man sur la Terre avant de se diriger vers une autre destination. Dans ce récit, on nous parle des gemmes de l'infini, et celles qui sont citées dans ce récit sont toutes identifiées comme des gemmes de l'âme. En fait, ce sont les joyaux de l'âme, du temps et de la puissance, d'après ce qu'en dit le manuel officiel de l'univers Marvel A à Z, numéro 5. Voilà, je voulais vous présenter, avec un certain érotisme acidulé dans la voix, ce magnifique album de Lug, le genre de bouquin que tu saisis délicatement pour t'en délecter avec douceur. Commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Merci à tous de m'avoir suivi, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo où j'essaierai une fois de plus de vous guider vers le bonheur terrestre grâce à la haute teneur morale de mon phrasé d'esthète. Des bisous YouTube. Philippe, je sais où tu te caches. Non, laissez-le. Non, Abdel Rauf Dafri. Abdel Rauf Dafri.